Retour sur le plateau du Temps de l'Info avec nos invités, nos experts et toutes nos équipes sur le terrain après ce double coup mené par Israël en 24 heures, à la fois l'élimination du numéro 2 du Hezbollah hier dans le sud de Beyrouth après une frappe, mais surtout ce matin, élimination d'Ismaël Haniyeh, c'est le chef politique du Hamas, et cette élimination a eu lieu à Téhéran, en Iran. Alors qui est Ismaël Haniyeh, 61 ans, populaire au sein des Palestiniens? Il s'était fait connaître en devenant Premier ministre en 2006. Il avait rejoint le Hamas dès sa création. Alors qui est-il? Regardez tout de suite ce reportage. Aux yeux du monde, il s'est fait connaître en 2006. Ismaël Haniyeh prête serment et devient Premier ministre de l'autorité palestinienne après la victoire surprise du Hamas aux élections législatives. Né en 1963 dans l'un des camps de réfugiés les plus pauvres de Gaza, Ismaël Haniyeh est un fervent militant dès l'université au sein d'une des branches des Frères musulmans. Il adhère au Hamas dès sa création en 1987, alors qu'éclate la première intifada. À cette période, il est fait prisonnier à plusieurs reprises par Israël et expulsé pendant 6 mois au sud Liban. Son ascension politique est fulgurante. Il est épaulé par son mentor de toujours, le guide spirituel et fondateur du Hamas, Cheikh Yassine, dont il est un temps le secrétaire particulier. Alors qu'Haniyeh dirige les territoires palestiniens, une quasi-guerre civile éclate en 2007 entre le Hamas et l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Le début de longues années de tensions entre les deux mouvements palestiniens. En 2017, Ismaël Haniyeh prend la tête de la branche politique du Hamas. Il pilote toutes les opérations diplomatiques en exil depuis le Qatar et la Turquie. Après le 7 octobre, il se réjouit mais prend part aux négociations de cessez-le-feu avec Israël. Il refuse de libérer tout otage sans arrêt définitif des combats dans la bande de Gaza. Cible prioritaire d'Israël, Ismaël Haniyeh avait déjà échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Il est mort ce 31 juillet à Téhéran. Voilà, Rina Bassiste, c'est vrai qu'aujourd'hui Israël se félicite de l'élimination du chef du bureau politique du Hamas, et c'est vrai que c'était l'un des objectifs, enfin l'objectif principal de Benyamin Netanyahou, de cette guerre contre le Hamas qui dure maintenant depuis presque 10 mois, c'était l'élimination, l'éradication du Hamas. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut dire qu'il approche cet objectif ? Disons, cet objectif, on l'a attendu surtout dans les jours qui suivaient le 7 octobre. C'était M. Netanyahou, mais aussi d'autres dirigeants israéliens qui ont dit très clairement que tous ceux qui sont responsables de ce qui s'est passé le 7 octobre, ils ne vont pas s'échapper à la mort. Ils sont sur la liste noire d'Israël, même si ça va prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années. Israël va arriver à chacun d'eux. Donc, sûrement, M. Ismaël Haniyeh, il n'est peut-être pas le numéro 1, ça c'est écrit noir sur cette liste noire israélienne, mais certainement numéro 2 ou 3 sur cette liste des morts. En Israël, on se rappelle aussi, surtout maintenant, on est en plein Jeux olympiques ici à Paris, et ça nous rappelle bien sûr l'assassinat terrible de 11 athlètes israéliens en 1972. Là, c'était d'une façon pareille, parce que le chef de Mossad à l'époque a fait la promesse qu'Israël va arriver à chacun responsable de cette attaque, de ces assassinats. Et ça a pris des années, certes, mais tous ceux responsables à l'assassinat de 11 athlètes israéliens ont trouvé la mort des mains israéliens. Et ici, petit à petit, on voit que les dirigeants israéliens, ils font plus ou moins la même chose. Et on a vu plusieurs assassinats jusqu'à maintenant. Il y avait peut-être la mort, on ne sait pas encore, de Mohamed Def. Oui. Et maintenant, justement, Ismaël Haniyeh. Oui, effectivement, il en manque un. Effectivement, il en manque un dans la liste. C'est Yassine Ouar qui est celui qui est vraiment considéré comme le cerveau des attaques du 7 octobre. C'est même la cible principale. Mais effectivement, Aroura, le numéro 2 du Hamas, a été tué en janvier. Marwan Issa a été tué en mars. Mohamed Deif a peut-être été tué récemment. Donc voilà, détruire le Hamas, ça veut dire détruire son armée. Et ça, c'est en bonne voie à Gaza, en tout cas. Donc, le gouvernement israélien peut dire à l'heure actuelle, voilà, nous avons détruit, nous avons tué 16 000 combattants du Hamas et de ses alliés
à Gaza, avec les blessés, les prisonniers. Voilà, on peut considérer que l'organisation est neutralisée militairement, en tout cas à Gaza, et qu'elle ne représente plus une menace pour le territoire israélien. Donc c'est déjà un premier bilan. Alors après, un prix qui est terrible, mais ce bilan peut être présenté, et nous avons éliminé presque tous les cerveaux de cette organisation. Manque Sinwar, effectivement. Et si Sinwar était tué, Netanyahou pourrait dire presque. Voilà, mission accomplie, au moins de ce point de vue. Après, il y a le Hamas est malgré tout toujours là à Gaza. Du point de vue d'Yahya Sinwar, d'ailleurs, le Hamas peut également clamer victoire en disant écoutez, nous sommes 9 mois après, presque 10 mois après le 7 octobre, et nous sommes toujours là, nous contrôlons toujours Gaza, et nous résistons toujours à l'armée israélienne. Donc, par notre résistance, nous prouvons notre victoire. Mais c'est malgré tout... comment on aborde la fin peut-être d'une phase dans cette guerre entre Israël et le Hamas. Rima, avec cette réaction là, du Qatar à l'instant, qui s'interroge sur l'avenir des négociations sur une trêve à Gaza. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est au point mort, cette négociation, avec cette élimination, qui d'ailleurs réside au Qatar. Il résidait au Qatar, Ismaël Haniyeh. Oui, je crois qu'au moins ces négociations sont suspendues pour... Et les moments, il faut savoir avec qui exactement on négocie aussi. Et justement, vous avez parlé au fait qu'il résidait au Qatar, Ismaël Haniyeh. C'est très intéressant parce qu'on voit en fait la différence entre Yahya Sinwar et Ismaël Haniyeh. Parce que les Israéliens qui ont connu Yahya Sinwar, parce qu'il avait, d'abord il était plusieurs années dans les prisons israéliennes, il avait aussi beaucoup de contacts avec des journalistes israéliens, ils disent tout la même chose, c'est un homme qui ne craint pas la mort. Pourquoi? Parce qu'il a en lui cette croyance idéologique, extrémiste si vous voulez bien, qu'il a une mission dans sa vie, et donc sa vie personnelle ne compte pas. Et il ne s'en est jamais caché d'ailleurs, même quand Israël l'a soigné, qu'il a eu une tumeur et qu'il en est sorti guéri, il ne s'en est jamais caché de son esprit de revanche envers l'État d'Israël. Exactement. Le cas d'Ismaël Haniyeh est un peu différent. Certes, ses enfants étaient tués, et il a même, dans sa famille, ils ont dit oui, leur mort, c'est quelque chose du bien parce qu'ils ont servi la cause palestinienne, etc., etc. Mais quand même, avec son train de vie, avec son style, il vit très luxueusement au Qatar, on a dit ça plusieurs fois. Il ne donne pas du tout l'impression d'un homme qui cherche la gloire de la mort, qui cherche à devenir un martyr. Oui. Et là, justement, les morts quand même l'a attrapé. Oui. Mais enfin, le fait est qu'on le connaissait. C'était un visage également connu à l'international, qui prenait place dans les négociations, même s'il n'avait pas les mains dans l'opérationnel. C'est vrai que là, ça va laisser un vide au niveau diplomatique, cette absence de Haniyeh. Oui, sûrement. Parce que même si Yahya Sinwar c'est lui, en fait, qui prenait la décision, quand même, officiellement, c'est... toujours Ismaël Haniyeh qui était le numéro 1, qui est le chef de Hamas. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Après, il faudra toujours qu'il y aura quelqu'un assis à la table. On sait que Yahya Sinwar, il ne peut pas être assis à la table physiquement parce qu'il se cache dans les tunnels. Donc, qui va être assis là-bas? Avec qui on va parler? Oui. À qui on va, même techniquement, à qui on va envoyer tous ces messages? Parce que ça passait par Haniyeh, même si ce n'est pas lui qui décidait, ça passait par lui et c'était envoyé dans la bande de Gaza. Oui, il y avait une contradiction, effectivement, un peu du côté israélien, où simultanément, quelques jours après l'attaque du 7 octobre, on a Netanyahou qui annonce la création d'une structure spécifique pour tuer tous les dirigeants du Hamas et une autre structure spécifique pour négocier avec les mêmes dirigeants du Hamas pour la libération des prisonniers. Donc il y avait un peu une contradiction. Et la mission, si vous voulez, la mission de destruction complète du Hamas et de ses dirigeants est évidemment un peu contradictoire avec celle de libération des otages qui passe nécessairement par une négociation et des échanges et des concessions faites au Hamas. Donc là, oui, de point de vue diplomatique, ça va évidemment bousculer un peu les choses, ça va geler les choses. On n'imagine pas
une seule seconde maintenant, le Hamas, et d'abord qui au Hamas a annoncé effectivement un cessez-le-feu, par exemple. D'abord parce qu'effectivement, il n'y a plus personne pour négocier, et ensuite parce que ce serait, ce serait avouer agir sous la contrainte, et ce serait un aveu de faiblesse du Hamas, qui n'a pas du tout envie de faire des concessions à Israël à cet instant précis. Donc oui, ça reporte. Pour le malheur des otages, oui, ça reporte très certainement, sine die, toute possibilité de négociation. Toute possibilité de trêve aussi. Vous voyez effectivement l'Iran qui décrète 3 jours de deuil suite à l'élimination, l'assassinat d'Ismaël Haniyeh en Iran ce matin dans une frappe israélienne. Quelles sont les réactions à Ramallah? Je vous propose d'écouter. Franchement, la nouvelle a choqué tous les Palestiniens, dans leur pays et à l'étranger. Il s'agit d'une opération d'assassinat lâche et d'un nouveau crime à ajouter au palmarès de l'occupation en matière d'assassinat de résistants, de moudjahidines et de dirigeants du peuple palestinien. Il y aura une réponse à l'assassinat. Je m'attends à une réponse forte, ainsi qu'à une réponse du Liban. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un désastre avec l'assassinat du commandant Ismaël Haniyeh. Voilà pour ces réactions palestiniennes. Allons maintenant à Tel Aviv vous rejoindre, David Benaïm. Vous êtes avec nous depuis ce matin, depuis qu'on a appris tôt à l'aube, effectivement, qu'Ismaël Haniyeh, qui est le chef du bureau politique du Hamas, avait été assassiné par Israël. Est-ce qu'on crie victoire en Israël? Est-ce qu'on se dit, ça y est, les objectifs de Benyamin Netanyahou sont en passe d'être atteints? Ou est-ce que c'est plutôt la crainte qui domine face à une attaque peut-être coordonnée avec la multiplication de différents fronts? C'est d'abord le silence total ici en Israël du point de vue politique ou militaire qui ne confirme ou n'affirme pas être responsable de la mort d'Ismaël Haniyeh. Pas de réaction politique ni du gouvernement ni de l'opposition. C'est un classique pour les Israéliens de ne pas revendiquer rapidement ou immédiatement ce genre d'élimination, particulièrement quand elle a lieu à Téhéran en Iran. C'est un énorme coup pour Benyamin Netanyahou qui l'avait annoncé comme objectif de guerre, l'élimination, l'éradication du Hamas à sa tête. Mais il n'y a pas d'euphorie ici, évidemment. La satisfaction que l'un des leaders majeurs du mouvement terroriste ait été éliminé, mais il faut préciser que c'est la tête de la branche politique qui a été ciblée cette nuit. Reste l'inconnu de la présence de Yahya Sinwar, le chef militaire, véritable patron et architecte du 7 octobre, qui se retrouverait encore à Gaza. Et concrètement, cette élimination annule clairement tout pourparlers ou transactions possibles pour les otages encore à Gaza. Ismaël Haniyeh était le principal négociateur dont le Qatar se faisait l'écho. Les familles des otages viennent de publier un communiqué qui salue les opérations qui ont permis d'obtenir un gain militaire considérable, mais il souligne que le seul véritable succès ne pourra pas avoir lieu tant que les 115 otages encore à Gaza seront encore en captivité. On sait que certains d'entre eux ont été enlevés vivants, ont été tués en captivité. Les familles des otages urgent le gouvernement à tout faire pour ramener les vivants et les corps en Israël. C'est l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas d'euphorie ici, parce que la population s'attend aux répercussions des proxys du régime iranien, de la part du Hezbollah qui vient de perdre son numéro 2, de la branche militaire du Hamas dont le numéro 1 politique vient d'être éliminé. Et l'ayatollah Khamenei vient d'ailleurs de déclarer que Téhéran a le devoir de venger Haniyeh. Il promet une punition sévère contre Israël. Ce qui peut rassurer les Israéliens, c'est que le secrétaire de la défense américain Lloyd Austin vient de déclarer en commentaire de l'assassinat d'Haniyeh que si Israël est attaqué dans une guerre élargie, notamment avec l'Iran, les États-Unis aideront définitivement les Israéliens à se défendre, comme ce fut le cas dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, quand, je vous le rappelle, Téhéran attaquait directement Israël par centaines de drones et de missiles ciblés, une première historique. En Israël, il y a un sentiment d'espoir que les objectifs de cette guerre annoncée par le gouvernement commencent à être atteints. C'est ce que les nouvelles de cette nuit semblent confirmer. Mais comme je vous le disais, toute la population sait qu'il y aura des répercussions qui peuvent intervenir de la part de tous les proxys de la République islamique d'Iran. Merci beaucoup David Benaïm pour toutes ces informations et pour votre éclairage. Vous parliez justement de la réaction de Lloyd Austin à l'instant, qui est ministre de la Défense américain, mais on va l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit après cette double élimination? On l'écoute. J'ai dit que je ne pensais pas que la guerre au Moyen-Orient était inévitable.
Je le maintiens. Je pense qu'il y a toujours de la place et des opportunités pour la diplomatie. Et j'aimerais voir les partis saisir ces opportunités. Il est certain que ce que nous avons vu le long de la frontière nord avec Israël, au fil du temps, nous préoccupe. Encore une fois, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que les choses ne dégénèrent en un conflit plus large dans la région. Voilà, réaction des États-Unis, colonel Goya, qui ont donné leur go à ces deux opérations. Probablement, ça a été fait avec l'aval de Washington. On a du mal à imaginer que ce ne soit pas le cas. Honnêtement, je ne sais pas. Ça peut être une initiative, pure initiative israélienne, plaçant tout le monde devant le fait accompli. C'est très possible aussi. Maintenant, s'il s'agit d'un raid aérien en Iran, longue durée, il faut traverser le ciel. Il faut avoir là aussi peut-être certaines autorisations américaines. Il faut peut-être être ravitaillé en vol, etc. Bon. Pour le raid en Iran, je pense que oui, les Américains étaient sans doute au courant, en tout cas. Pour le raid à Beyrouth, c'est pas forcément. Maintenant, ce que dit Lloyd Austin, c'est en fait, eux, les Américains, peuvent peser éventuellement, peuvent dissuader l'Iran. D'aller plus loin. Ils peuvent aider à défendre Israël à distance. Le problème, si vous voulez, d'un point de vue militaire, pour les Américains, c'est éventuellement aider Israël, mais pas mener une opération conjointe avec eux. Ce que veut dire, ils peuvent effectivement faire bouclier, comme ils l'ont fait dans la nuit du 13-14 avril, face à des frappes venant d'Iran. Mais s'il y a quelque chose qui se passe au Liban, s'il y a une offensive israélienne, par exemple, au Liban, on imagine mal, par exemple, les Américains participer également à cette offensive avec les forces israéliennes. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. Même s'ils sont très présents, Général Goya, ils sont là. Ils sont très présents. Mais à la limite, les Américains, ça ne les gênerait pas de taper eux-mêmes le Hezbollah. Il ne faut pas oublier que le Hezbollah, ils n'ont jamais oublié que le Hezbollah était quand même à l'origine, et notamment l'homme qui a été tué probablement Fouad Choker par les Israéliens, et a participé aux attaques du 23 octobre 1983 qui ont tué 240 Américains et, il ne faut jamais l'oublier, 58 soldats français. Donc si c'est le cas, oui, c'est que cet homme a du sang américain et du sang français sur les mains. Et pour les Américains eux-mêmes, ça ne gênerait pas forcément d'attaquer le Hezbollah, comme ils ont frappé les Houthis, par exemple, au Yémen. Maintenant, et j'y reviens, mener une opération conjointe avec Israël, ça serait complètement nouveau, et ça n'a jamais été fait jusqu'à présent, et ce serait un changement majeur de politique. Alors, autre réaction occidentale, parce que c'est vrai que c'est celle-là qu'on attendait depuis ce matin, et il n'y en avait absolument aucune jusqu'à il y a peu. Évidemment, l'Iran avait réagi, ainsi que le Hamas, évidemment, la Turquie, la Russie, la Chine. On va écouter le Premier ministre australien qui s'est exprimé à l'instant. Écoutez-le. Je pense que nous regardons tous ce qui se passe au Moyen-Orient et que nous voulons voir la fin de la catastrophe qui s'y déroule. Nous voulons absolument nous assurer que nous n'assisterons pas à une escalade de violence, car les conséquences en seraient profondes. C'est pourquoi l'Australie a utilisé son influence au sein de la communauté internationale pour appeler à un cessez-le-feu et pour prévenir ou empêcher toute escalade dans ce conflit. Voilà, Rina Bassis, qu'est-ce qu'Israël veut prouver en menant cette double attaque à quelques heures de distance? D'abord, effectivement, le numéro 2 du Hezbollah, qui doit encore être confirmé d'ailleurs par le Hezbollah, mais qui survient après cette attaque contre 12 jeunes Druzes samedi sur le plateau du Golan annexé. Et puis, quelques heures après, le chef politique, qui est un visage connu de la communauté internationale, connu évidemment des Israéliens et des Palestiniens, qui est donc tué en Iran. Quel est le message qu'Israël veut envoyer, si ce n'est que sa capacité effectivement de toucher partout? Oui, d'abord, disons qu'on suppose qu'Israël est vraiment responsable de l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh. Et c'est vrai qu'il n'en a pas encore parlé. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore une réaction officielle, mais supposons que
Bon, je crois qu'on peut aussi supposer que peut-être les deux événements n'étaient pas forcément liés, qu'il y avait une sorte de concurrence d'opportunités, si vous voulez bien. Parce que pour l'incident terrible où il y avait les 12 enfants de Majd al-Sam qui étaient tués, Israël était très clair. Israël a dit, les dirigeants israéliens ont dit, on va frapper. Quand et comment, ça, ils n'ont pas dit en avance, mais on s'attendait. Et chaque matin, on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, ça va arriver? Finalement, c'est arrivé. Donc là, il n'y avait pas de surprise. Et Israël était quasiment obligé de réagir parce que c'était impossible aussi vis-à-vis de la population israélienne et aussi vis-à-vis des Druzes qui habitent en Israël. C'était impossible de ne pas réagir, de ne pas envoyer un message très clair que ça, si c'était voulu ou pas, c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Maintenant, l'assassinat d'Ismail Haniyeh, c'est une autre affaire. Peut-être il y avait justement une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte au fait qu'il n'était pas au Qatar. Israël était toujours réticent, justement, depuis le 7 octobre, d'opérer sur le sol qatarien. Et là, non seulement il est sur le sol iranien, et apparemment, il y avait aussi des renseignements, il ne faut pas oublier ça, pour dire où est-ce qu'il était vraiment, parce qu'il n'était pas dans les grands hôtels où tous les autres dirigeants qui sont venus pour l'investiture séjournaient. Il était dans un autre endroit, donc il fallait le savoir. Donc, il y avait cet renseignement qui est arrivé. Et le fait est aussi de tellement embarrasser les Iraniens, tellement les gêner à ces moments de festivités chez eux. C'était apparemment une occasion que le gouvernement Netanyahou ne voulait pas rater. Et ben justement, allons en Iran, voir Shahbaz Ziabi qui est avec nous et qui nous raconte précisément comment tout cela s'est passé à Téhéran. Écoutons-le. Alors, il y a une première réaction du président iranien qui vient de publier un message en affirmant que l'Iran fera regretter, je le cite, les occupants terroristes pour leur acte lâche qui a été commis contre l'intégrité territoriale de la République islamique. Donc un message très clair. Il faut savoir que, comme cela a été rappelé par les invités, l'Iran a déjà frappé Israël il y a un peu plus de 3 mois lorsque le consulat iranien à Damas a été frappé par une attaque israélienne, tuant l'un des commandants des gardes de la révolution en Syrie. Donc ça ne serait pas la première fois. Et cette fois-ci, c'est la capitale iranienne même qui a été visée. Selon les informations dont on dispose, il s'agirait d'une attaque à l'aide d'un missile qui a frappé la résidence dans laquelle se trouvait Ismail Haniyeh, dans le nord de la capitale iranienne. Donc une zone sensible où il y a beaucoup de dirigeants iraniens qui habitent dans cette zone. Et donc l'endroit n'a pas été choisi au hasard. Et aussi, c'est un des dirigeants de ce qu'on appelle l'axe de la résistance qui a été visé à Téhéran, donc capitale de l'Iran. Et aussi, c'est un message qui a été lancé visiblement par les Israéliens. Et on affirme à Téhéran que cela n'a pas pu se produire sans l'aide des Américains. Donc un message très clair disant qu'Israël a la capacité de frapper la capitale iranienne avec, comme vous l'avez dit, une faille des renseignements, puisqu'on savait exactement ceux qui ont frappé la résidence, on savait exactement où se trouvait la résidence d'Ismail Haniyeh, qui est arrivé à Téhéran hier, et donc se trouvait dans cette résidence lors de l'attaque. Donc il y a une faille très importante des renseignements iraniens qui n'ont pas pu protéger un invité officiel qui était venu assister aux cérémonies de prestation de serment du nouveau président. Et quelle riposte, Shahbaz Ghazi, l'Iran, est-ce qu'elle a déjà réagi par rapport à ça? Est-ce qu'elle a déjà annoncé ce qui allait peut-être se passer dans les prochains jours suite à cette élimination? Alors bien évidemment, il n'y a pas eu encore de déclaration sur la manière dont l'Iran va réagir. On ne sait pas comment l'Iran va réagir. Mais il faut savoir que lorsqu'il y a 3 mois et demi, l'attaque contre le consulat iranien, plusieurs responsables militaires et politiques iraniens ont fait des déclarations très dures en affirmant que si jamais Israël s'en prenait à des cibles sur le territoire iranien ou contre des bâtiments diplomatiques iraniens dans la région, à ce moment-là, l'Iran répondra.
Donc on est dans ce cas de figure. C'est le seul et la capitale iranienne qui a été frappée, et c'est un allié de Téhéran qui a été tué lors de cette attaque à Téhéran. Donc si on prend toutes ces déclarations, l'Iran devrait réagir, et on ne connaît pas la nature, mais devrait réagir. Et on a donc le précédent de l'attaque du territoire israélien à l'aide de 300 missiles et drones, donc après l'attaque contre le consulat iranien à Damas. Alors, colonel Goya, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions ce matin. Comment Israël a réussi à cibler Ismaël Haniyeh en Iran, alors que, comme nous le disait Rina Bassis tout à l'heure, il n'était pas dans un hôtel, il était dans un endroit particulier, c'était sa résidence à Téhéran, protégé par les gardiens de la Révolution. Oui, alors d'abord, c'est pas la première fois que les Israéliens pratiquent des assassinats en Iran même. Alors jusqu'à présent, les cibles étaient plutôt des scientifiques participant au programme nucléaire. Voilà, maintenant c'est un assassinat politique sur le sol iranien, ça c'est effectivement nouveau. Il faut très concrètement, on l'a dit, du renseignement. Il faut savoir où il est. Et il faut du renseignement jusqu'au bout, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut qu'au dernier moment, on dise, oui, il est bien là, et en ce moment, et si vous frappez à ce moment-là, vous allez le toucher. Il n'est pas sorti de son hôtel, il n'est pas allé faire des courses, il est bien là. Donc ça veut dire une observation jusqu'au dernier moment. Et ensuite, il faut ce qu'on appelle des effecteurs. Il faut une capacité de frappe. Ce qui est un peu nouveau, d'un point de vue purement technique, et ça a été prouvé aussi avec la riposte israélienne aux attaques du 13 au 14 avril, la riposte sur le sol iranien, c'est que maintenant les Israéliens ont très, très simplement des avions furtifs, les F-35, qui leur permettent d'agir où ils veulent sans être décelés et donc sans être interceptés. Et donc il y a un double message qui est adressé en particulier aux Iraniens, mais un peu à tout le monde. C'est d'abord, oui, vous êtes infiltrés, on est là, on sait tout, on sait plein de choses. Et puis deux, on peut tuer qui on veut, où on veut. C'est aussi le message d'ailleurs du raid à Beyrouth, qui a été fait sans doute dans les mêmes conditions et sans doute avec les mêmes moyens. Donc oui, le message très clair, on peut tuer qui on veut, n'importe où. Maintenant, nous avons les moyens pour ça. Avec de grosses failles quand même du côté de l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran, elle est plutôt mal à l'aise face à ce qui s'est passé. Elle n'est pas capable, comme nous disait d'ailleurs Shahbaz Ghazi, de protéger ses propres invités sur son sol. Oui, bien sûr. C'est un affront, effectivement, aussi, qui est à l'Iran. Et tout ça, comme ça a été évoqué, évidemment, les Israéliens n'ont pas procédé à cet assassinat à Doha, mais à Téhéran. Et c'est pas pour rien. Alors oui, c'est un affront à l'Iran qui ne protège pas ses invités politiques, mais en même temps, c'est aussi un peu un aveu d'impuissance. C'est-à-dire que voilà, les Iraniens sont incapables d'empêcher des raids israéliens sur leur sol. Et la seule manière finalement pour eux, c'est soit de redoubler de vigilance, de ces moyens de sécurité, mais c'est aussi de dissuader et d'essayer de dissuader Israël de pratiquer ce genre d'exercice. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de riposter. Voilà, il faut que à chaque fois, comme après l'attaque du consulat iranien. Qui avait été suivi effectivement par cette attaque. Voilà, mais il avait été fait selon les mêmes procédés par les Israéliens. Et donc, en riposte, cette riposte était censée être dissuasive aussi, il faut quand même le rappeler. On a dit voilà, vous nous attaquez, on vous envoie 300 missiles dessus. Mais qui avait été intercepté. Est-ce que c'était déjà une attaque mesurée? Est-ce que l'Iran n'avait d'une certaine pas été façon, oui, parce qu'il savait très bien qu'il savait probablement que ces missiles allaient être interceptés, que ça n'allait pas faire beaucoup de dégâts. Mais 300 missiles, ça en impose, c'est démonstratif. Voilà, il fallait une réaction un peu forte, mais sans aller trop loin, encore une fois. Mais au bout du compte, ils s'aperçoivent aussi que finalement, ça n'a pas empêché Israël, d'abord eux-mêmes de riposter, et puis ensuite, à nouveau, de les attaquer à Téhéran. Donc, en termes de dissuasion, ça n'a pas très bien fonctionné. Et rapidement, Rina Bassis, par rapport à ce qui s'est passé là en Iran, alors qu'effectivement, il avait vu il y a quelques heures Ali Khamenei. Oui, c'est intéressant parce que le colonel tout à l'heure, il a très justement utilisé le terme « est-ce que les Américains étaient ou pas au courant ?» Donc après, il y a deux autres étapes. Est-ce qu'ils étaient au courant d'abord ? Est-ce que c'était avec leur accord? Et dernièrement, est-ce que c'était avec le raid? Est-ce que tous ces renseignements, est-ce que les Américains, ils ont joué un rôle? C'est quelque chose que sûrement on va découvrir dans les prochaines heures. Effectivement.